dans le Pacifique. Et Cyprien, qui travaille à la CPS, secrétariat de la communauté du Pacifique, nous parle des inondations côtières sur les récifs frangeants de Fidji et de Tuvalu. Bonjour, merci d'être resté jusqu'au bout de cette journée. Je vais donc vous parler d'inondations dans les îles du Pacifique. La plupart des données que je vais vous montrer, elles viennent de données et d'analyses qui ont été faites à travers un projet qui s'appelle le projet Wake Up, financé par le groupe ACP de l'Union européenne. En fait, je vais parler surtout de deux endroits, Fidji et Tuvalu, mais ce n'est pas pour dire que les inondations elles arrivent qu'à Fidji et à Tuvalu. Donc j'ai commencé par deux jolies images de ce que les gens s'imaginent, de quoi ressemble le Pacifique. Malheureusement, pendant les inondations, ce n'est pas toujours aussi joli. Donc le premier événement que je vais vous montrer, je vais vous parler d'événements récents d'abord, et après vous montrer un peu des données. Le premier événement que je vais vous montrer, c'est un événement qui s'appelle le Loka Wave. Donc c'est ce type d'événement d'inondation par la houle. Ça arrive tellement souvent qu'à Fidji, il y a un nom spécial pour ça. Littéralement, ça veut dire grosse vague, Loka Waves. Et les gens, même des signes, ils arrivent à prédire plus ou moins bien quand est-ce que ce genre d'événement arrive. Donc ici, vous avez une photo. D'une petite hutte qui se trouve sur une plage. Donc ça, c'est devant un hôtel. Et vous voyez mon collègue Hervé ici qui apprécie pas mal son survey après ces sinistres. Et donc, cette petite hutte, le sommet de la hutte se trouve 2 mètres au-dessus de la marée haute. Donc, pour vous donner un peu une idée de l'échelle de l'inondation. Ici, c'est une route qui va à un hôtel aussi, qui est complètement bloqué à marée haute. Un événement dont vous avez peut-être entendu parler, c'est pendant le cyclone Pam en mars 2015. Et ça, c'est Tuvalu. Donc, c'est des photos qui ont été prises sur 3 différents atolls. Nuku'alofa, Niue Tao, Nanumea et aussi Niue, je crois. Vous ne voyez pas très bien ici, mais il y a un poulet qui s'est réfugié sur un tronc. Des gens qui se baladent en bateau dans les rues. Donc ici, ça c'est quelque chose de particulier parce que Tuvalu se trouve à 2000 km de là où le cyclone Pam se trouvait. Mais la houle qui s'est formée à la périphérie du cyclone est arrivée jusqu'à Tuvalu, et on parle de vagues de 5 à 7 mètres avec une période de 15 à 17 secondes. Un autre événement dont vous avez peut-être entendu parler, et en fait qui a été un endroit qui a été beaucoup parlé pendant la COP21, c'est Majuro, la capitale des îles Marshall. Et la capitale des îles Marshall se fait inonder quasiment tous les ans pendant les grandes marées du mois de février. Et ça s'est passé en 2013. Les plupart des photos que vous voyez là sont des photos de 2013 et 2014. On a eu aussi l'inondation en 2015. Est-ce qu'il va y avoir des inondations en 2016 ? Les marées sont en ce moment, cette semaine. Il y a assez peu de chance parce qu'avec El Niño, le niveau moyen de la mer est environ 15 à 20 cm plus bas que la normale. Donc est-ce que ces 15 à 20 cm vont être suffisants pour empêcher l'inondation ? On espère pour eux. Et un dernier événement, beaucoup plus récent, ça s'est passé le 10 janvier 2016. Et c'est sur l'île de Christmas, dans les Kiribati. Et là, on est à l'autre posée de El Niño, donc le niveau moyen de la mer était environ 30 cm plus haut que la normale. Et on a eu cette dépression tropicale qui se baladait extrêmement proche de l'équateur. On est seulement 1 degré au nord de l'équateur. Et pendant 12 heures, la dépression tropicale, qui se trouvait assez loin de Christmas, s'est déplacée vers Christmas et a généré une houle probablement de 3 mètres de haut. Et on a des photos de l'inondation qui a suivi. Donc dans tous ces événements-là, ce qu'on a vu, c'est des inondations qui se passent, non pas parce qu'il y a quelque chose en particulier qui se passe. Il y a toujours une superposition d'événements, que ce soit une forte houle avec une grande marée, ou que ce soit de la houle, de la surcôte et de la marée. Il y a toujours plusieurs choses qui se passent en même temps. Et aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses sur les surcôtes, sur le niveau moyen de la mer. On a aussi entendu parler de ce qui se passe après le déferlement, donc des ondes infragravitaires qui arrivent, et le setup, et on
entendu vaguement parler du run-up. Donc il faut un peu prendre tout ça en considération si on veut essayer de comprendre mieux ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui crée directement l'inondation. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir prédire quand est-ce et à quel point l'inondation se forme. Donc évidemment, on a des marégraphes. Donc à la communauté du Pacifique, on est responsable de 14 marégraphes dans le Pacifique. Vous en voyez 12 sur la carte. Il manque celui de Niue, qui se trouve au milieu entre Fidji et Tonga. Fidji, Tonga, Samoa. Et un autre que je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est. Toutes les données sont envoyées au GLOS, mais vous pouvez aussi télécharger les données sur le site du PSLM. Le problème, c'est que tous ces marégraphes sont placés dans des endroits relativement calmes, près des ports, donc on ne voit pas tout ce qui se passe dans les zones exposées à la houle. Donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on envoie nos équipes et on installe temporairement des capteurs, principalement des capteurs de pression. Ici, on a en haut, on a un EWAC qui a été déposé à Tuvalu, et la photo en bas, c'est un Aquadop qui a passé 3 ans dans l'eau à Fidji. Et je vais vous montrer des données de ces deux instruments. Les points rouges que j'ai mis sur la carte, là, c'est pour vous montrer un peu l'empreinte qu'on a dans le Pacifique. On est responsable de travailler pour 26 pays. Beaucoup d'entre eux nous disent, dès qu'ils voient un peu le niveau de la mer monter, on a besoin de marégraphes, on a besoin que vous veniez mettre vos instruments. Mais on n'a pas tant d'instruments que ça, on n'a pas trop de monde non plus pour mettre tous ces instruments. Mais les 3 dernières années et cette année, c'est à peu près tous les endroits où on a envoyé des gens, où on a envoyé notre équipe pour installer des instruments de ce type. La plupart des données est disponible si vous nous les demandez directement, mais on n'a pas encore de site sur lequel les mettre. Mais on travaille sur un portail, le PacGeo, sur lequel il y a quelques données qu'on a mis sur le serveur. Donc maintenant, je vais vous parler de l'atoll de Funafuti, qui se trouve à Tuvalu. Et pourquoi je vous parle de Tuvalu? C'est parce que quand on est dans un atoll, les choses sont un peu différentes. Donc Tuvalu et l'atoll de Funafuti se trouvent à peu près à 8 degrés au sud de l'équateur, quasiment à 180 degrés est, ou ouest d'ailleurs. Et ça, on a ici une photo de l'île de Fatato sur laquelle on travaille. Et d'ailleurs, Dano aussi nous aide un peu. Dano, qui va parler demain sur les ondes infragravitaires, nous aide à travailler sur cet atoll. Un truc intéressant avec les atolls, c'est que la marée à l'intérieur d'un atoll et la marée à l'extérieur de l'atoll ne sont pas nécessairement les mêmes. Ici, on a 2 lignes, donc 2 mesures qui ont été faites en même temps. Ces 2 mesures ont été faites, c'est en noir, c'est le marégraphe qui est à l'intérieur du lagon, et en bleu, c'est l'EWAC que vous avez vu plutôt avec mon collègue qui plongeait à côté. Et on a des différences d'à peu près 20 cm. Donc jusque-là, beaucoup de gens allaient prendre l'assumption que bon, la marée est la même un peu partout. Heureusement, le marégraphe sur lequel on base toutes les prédictions de marée est pris à l'intérieur de l'atoll, et c'est le côté à l'intérieur de l'atoll qui est le plus vulnérable aux inondations, puisqu'il n'y a pas vraiment de berme de plage, c'est la zone la plus vulnérable. Les atolls sont assez particuliers quand on parle d'inondation, parce que justement, les îles qui sont sur les atolls se trouvent sur la ligne, sur la ligne récifale, et quand on a des inondations qui sont dues à la houle, l'inondation se fait sur 2 fronts. Elle va se faire sur le front là où il y a la houle qui vient directement sur la plage, mais aussi côté lagon, parce que la houle amène énormément d'eau dans le lagon, ça crée une surcôte, et cette surcôte peut être assez importante. Pour vous donner des exemples, Funafuti est exposé à 2 directions de houle les plus sévères, donc c'est les houles de sud. Chaque année, on peut espérer voir 2 ou 3 houles de sud de 2,50 m. Donc ça crée, malgré la largeur de l'atoll, l'atoll fait 16 km de large par une vingtaine de kilomètres de long. Donc malgré cette énorme surface qu'il faut remplir, on peut avoir des surcôtes quasiment de 30 cm. Donc quand on a ces grosses houles, l'eau à l'intérieur de l'atoll monte et ça crée de l'inondation à l'intérieur du lagon. Donc quand vous êtes sur un atoll comme celui-là, celui-ci c'est l'atoll de Nukulailai. La plupart des photos que je vous ai montrées sur la deuxième diapositive
venaient de cette île. La plupart des gens, environ 600 personnes, vivent sur cette petite île-là. L'atoll a été extrêmement exposé à cette houle du cyclone Pam. Et à l'intérieur de l'atoll, le niveau de la mer, le niveau de l'eau est monté de 3 mètres au-dessus de la normale. Donc quand vous avez un atoll où le point le plus haut est 5 mètres, où la plupart de l'île est en dessous de 3 mètres, les gens se baladaient en bateau d'un côté à l'autre. Donc ici, vous aviez les vagues qui arrivaient, qui passaient au-dessus de la berme. La berme de plage est l'endroit le plus haut. Mais la plupart des villageois et des gens habitent côté lagon, là où c'est le plus protégé, mais ils se sont quand même fait complètement inonder pendant cet événement. Donc là, on avait une houle de 5 mètres à 17 secondes de période. Et donc, on pense que la surcote à l'intérieur fait peut-être quasiment 3 mètres. À Funafuti, on a mesuré la surcote, mais comme l'atoll est beaucoup plus grand, la surcote ici arrive à environ 30 cm. Regarder les surcotes, ça nous informe pas mal de choses, mais ça ne nous dit pas ce qui se passe aux plus basses fréquences. Donc c'est le graphique que je vous montre en dessous de là où je vous montre la surcote. La ligne noire, c'est le niveau de la mer moyenné à 1 minute. Et la ligne bleue, c'est ce qu'on voit à chaque seconde. Donc évidemment, il faut prendre en compte ce qui se passe avec la houle. Pour vous parler de ce qui se passe un peu avec la houle, je vous emmène à Fidji. C'est là où j'habite. J'habite pas sur la Coral Coast, ce serait bien, mais non. Et c'est un endroit, donc l'endroit dont je vais vous parler, c'est la Coral Coast, qui est sur l'île principale, l'île capitale de Viti Levu. Et c'est un endroit qui est extrêmement important pour l'économie de Fidji, parce que c'est là où la plupart des touristes qui viennent à Fidji restent. Pourquoi est-ce qu'ils y restent? Bon, il y a des jolis poissons, il y a des jolies vagues, pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais cette zone est extrêmement exposée aux houles de l'océan austral. Donc, dans l'océan austral, vous avez ces tempêtes géantes qui se baladent avec des vents assez violents. Et si les vents ou la houle sont orientés parallèles à l'une de ces deux lignes bleues, on va voir cette houle à Fidji quelques jours plus tard. Donc, les lignes blanches montrent juste le temps de trajet pour une houle de 16 secondes de période. Donc, on a plusieurs jours pour les voir venir, ces houles. Et on s'est dit, bon, si on veut comprendre ce qui se passe au niveau du déferlement, il faut qu'on installe des instruments sur un bout de récif. Donc ici, on est allé à un endroit qui s'appelle Maui Bay. On a mis 4 capteurs, un au large, qui était un profileur de courant, et on a mis 3 capteurs de pression, un sur le récif, et là on voit mes collègues qui sont en train de l'installer. Donc on perce le récif et on l'attache directement au récif, comme ça il n'est pas arraché par les vagues. Un instrument au milieu, c'est celui que je vous ai montré au tout début de la présentation, et un autre près de la côte. Et là, je vais vous montrer des données de ces 4 instruments. Donc d'abord, pour commencer, il y a des choses rigolotes qui se passent dans les lagons, spécialement en Maui Bay. C'est la marée est un peu étrange. Donc ce que je vais vous montrer, c'est donc la marée, ici, la marée est décrite comme la moyenne des hauteurs d'eau mesurées moyennées sur 1 minute. La ligne grise correspond au large, la ligne noire à la barrière de corail, la ligne bleu clair au milieu du lagon et la ligne bleu foncé sur la côte. Pourquoi j'ai mis ces deux-là en bleu? Puisque de toute façon, ils se confondent la plupart du temps. Donc vous voyez qu'une seule ligne bleue. Donc on voit une jolie marée. Mais si on commence à regarder ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit plus la marée basse. Donc vous avez vu la photo précédente où on voit mes collègues en train de marcher sur la barrière de corail, donc c'est à sec. C'est ce qui se passe sur la ligne noire, elle est à sec. Mais ce n'est pas le cas sur le milieu du lagon. Donc cette photo a été prise à cet instant précis, pendant qu'on échangeait 2 instruments. Et vous voyez, pas très bien, mais vous voyez qu'il y a encore de l'eau, et il y a encore à peu près 1 ou 2 mètres d'eau. C'est juste que la barrière s'étend tellement sur les côtés que l'eau ne se draine pas complètement pendant la marée basse. Autre chose qui se passe, on a des surcotes de houle. Donc en haut, vous voyez exactement la même chose que je voulais montrer maintenant, sauf qu'au lieu de vous montrer 2 jours, je vous montre 2 mois. Et en bas, vous avez les hauteurs de houle en noir qui ont été mesurées, et en bleu,
le wave power, pardon, anglicisme. Et donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que je vais juste zoomer sur cet événement-là, où on avait une houle de 3 mètres qui arrivait. Donc, c'est la houle qu'on s'attend à voir une fois par an. En haut, on voit exactement la même chose que je vous ai montré juste avant. Donc, c'est la marée, moyennée sur 1 minute. Et sauf qu'ici, on voit 2 jours de mesure. Donc, sur ces 2 jours de mesure, vous voyez que la marée au large, bon, c'est une marée relativement normale. Quand on fait la moyenne sur 1 minute, alors on a Dano qui posait la question ce matin, et c'est vrai que c'est intéressant. On voit quand même sur 1 minute des toutes petites oscillations. Donc quand on fait la moyenne sur 1 minute, on n'enlève pas bien les ondes infragravitaires, qu'elles soient réfléchies ou incidentes d'ailleurs. Et du coup, le signal est assez... il y a pas mal de bruit dès qu'on regarde sur la barrière de corail, parce qu'évidemment, il y a les vagues qui cassent. Donc on a les ondes infragravitaires qui commencent à se générer. Et un truc qui est intéressant ici, c'est si on regarde la marée mesurée, ou les hauteurs d'eau mesurées au bord ou les hauteurs d'eau mesurées au milieu du lagon, elles sont quasiment les mêmes. Donc en fait, la surcote de houle est atteinte bien avant le milieu du lagon. On va continuer à zoomer. Et cette fois-ci, je vous montre des données à 1 Hz. Donc c'est les données pures et telles qu'on les voit. Donc ici, je vous montre ce qui a été mesuré sur la barrière de corail. Et ce que vous voyez, c'est des vagues qui cassent, ou plutôt des groupes de vagues. Donc, on remarque que les vagues se baladent ensemble. On n'a pas un niveau continu de la hauteur de la houle. C'est typique des houles de longue période. On peut aussi distinguer, ceux qui ont l'œil, probablement des gens comme Dano, distinguer des longues oscillations qui se passent. Et ça, ce sont les infragravités qui sont en train de se former. Maintenant, si on va jusqu'au bout, donc si on regarde l'instrument qui est le plus près de la côte, voilà ce qu'on observe, c'est la ligne bleue. On ne voit plus que ces longues oscillations, on ne voit plus les courtes, et on en voit des très courtes. Et ça, ce sont des solitons qui se forment juste sur le front des ondes d'infragravité. Directement, regardez comme ça, on n'a pas l'impression que les deux ont vraiment une corrélation entre ce qu'on a mesuré sur la barrière de corail ou sur la côte. Et si on déplace notre signal mesuré à la côte d'une centaine de secondes, là, tout d'un coup, tout devient clair. Ce sont les ondes d'infragravité qui sont simplement déplacées vers la côte. Et maintenant, je vais juste vous montrer une dernière petite chose. Ce sont ces solitons qu'on voit sur le front des ondes infragravitaires. Donc là, j'ai zoomé sur 200 secondes. On voit notre onde d'infragravité, très asymétrique. Et ici, on voit les solitons. Donc ça, c'est des vagues très haute fréquence qui se forment parce que l'avant de la vague d'infragravité ne se déplace pas à la même vitesse que l'arrière de la vague d'infragravité. Donc ça forme un ressaut hydraulique et ces petites ondes se forment. Elles sont extrêmement importantes si on veut parler d'inondation parce que, en général, sur cette côte-là, les ondes d'infragravité vont arriver très proches de la hauteur de la berme, mais ne vont pas dépasser. Donc on ne va pas avoir d'inondation juste par les ondes d'infragravité. Par contre, ces solitons, eux, ce qu'ils vont faire, ça va être l'eau qui va passer juste au-dessus de la berme. Donc ce sont des choses vachement importantes à prendre en considération. Donc, je vous ai montré beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Est-ce qu'on est capable de simuler tout ce qui se passe sur un endroit comme Maui Bay? Donc ça, c'est un modèle CX Beach, un peu modifié, beaucoup modifié. Mais c'est principalement les équations de X-Beach, c'est juste la façon de résoudre les équations qui est modifiée. Sur le côté gauche, vous avez la hauteur de la houle. Donc chaque paquet que vous voyez, ce sont des groupes de vagues qui arrivent. Quand le groupe de vagues arrive près de la barrière, les vagues cassent. Donc elles sont moins hautes. Et ici, ce que vous avez, c'est le niveau de l'eau. Donc le niveau de l'eau augmente quand vous avez un set qui casse sur la barrière. Et ensuite, cette eau qui s'accumule sur la barrière de corail pendant que les vagues cassent, une fois que le groupe est passé, cette eau va se déplacer en simple onde gravitaire et se déplacer vers le bord. Si vous regardez bien, vous allez voir même quelques-uns de ces solitons qui se forment sur le front de ces ondes infragravitaires. J'en ai vu.
Donc pour terminer, on se sert beaucoup de toutes ces mesures que l'on a à travers les marégraphes et à travers tous ces instruments qu'on installe pour essayer d'observer et de mieux comprendre les variations climatiques. On s'en sert beaucoup pour essayer de comprendre ce qui se passe, les processus côtiers, qu'est-ce qui se passe avec le sédiment quand on a ces ondes infragravitaires qui se baladent. Parce qu'elles sont présentes tout le temps. Je vous ai montré une tempête, mais elles sont tout le temps présentes. Moins grosses, mais tout le temps présentes. On s'en sert aussi où on nous demande beaucoup d'informations pour essayer de mieux comprendre la biologie et les modes de dispersion d'espèces qui relâchent leurs larves dans l'eau directement. Mais principalement, notre rôle, c'est d'utiliser ces données pour aider les pays insulaires, pour aider au développement des pays insulaires. Donc les pays directement nous demandent de leur faire des descriptions d'aléas, de leur créer des cartes de risque et des cartes d'aléas. On s'en sert aussi beaucoup pour la préparation et la reprise post-sinistre. Donc par exemple, ce qui s'est passé avec l'île de Christmas cette année, au mois de novembre, on a contacté le gouvernement directement en leur disant « Vous allez avoir le niveau de la mer qui va monter, vous avez ces grosses houles qui arrivent du Pacifique, vous avez d'énormes chances de vous retrouver avec des inondations. » On est en train de développer des systèmes d'alerte pour l'inondation. Donc ça, c'est du travail qui est encore sur lequel on a des systèmes qu'on a créés, qu'on est en train de tester chez nous. Et ça, c'est des systèmes que l'on donne directement au bureau météorologique de chacun des pays. Et aussi quelque chose sur lequel on est demandé de plus en plus à travailler, c'est d'évaluer la vulnérabilité des ressources en eau douce. Donc, la plupart des ressources en eau douce dans les pays insulaires et les pays des atolls en particulier sont des zones très basses qui sont des zones inondables. Et s'il y a des intrusions salines, à quel point est-ce que ces intrusions salines vont polluer les ressources en eau douce? Je vous remercie beaucoup. Thank you.